Alors, du coup, alors pour la partie support de cours, là, en fait, qu'est-ce qu'on parle? On dit juste les lieux intéressants pour stocker, c'est quoi? Soit, en fait, on va stocker dans nos propres entrepôts, d'accord, au sein des entrepôts de l'entreprise, soit des centres de consolidation, c'est quoi, en fait? C'est des centres où on va regrouper les petites quantités pour en faire des grandes quantités pour utiliser des grands camions. C'est ce qu'on appelle le centre de consolidation. Alors, le cross-dock, on va le voir juste après, on va l'expliquer, et aussi chez les prestataires de services logistiques. Alors, c'est quoi un cross-dock? Regardez bien. Alors, le cross-dock, c'est une stratégie qui est très particulière. C'est quoi en fait? C'est qu'on va recevoir un cas de un seul produit. Alors, je vous donne un exemple. Coca-Cola, elle va me livrer des produits, un camion complet de ses produits. Danone, elle va me livrer un camion complet. Par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, ouais, LG par exemple, ou Samsung, elle va me livrer par exemple un camion complet des télés. Et là, vous voyez, en fait, ils arrivent ici. Moi, ce que je vais faire dans le cross-dock, en fait, je vais uniquement décharger, d'accord, et je vais essayer de recréer immédiatement, d'accord, des groupements. On va préparer, c'est comme il fait le préparateur de commande, on va regrouper euh, plusieurs produits, d'accord, pour ensuite envoyer faire un camion avec plusieurs produits à l'intérieur, d'accord. Et du coup, là, attendez, je reviens ici juste. En fait, on va gagner en termes de, en fait, d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'ici, le détaillant, si vous vous rappelez, le Auchan ici du coin, il ne peut pas recevoir un grand camion complet des palettes Coca-Cola. Non, ça ne lui sert à rien. Et il va les stocker très longtemps. Lui, il préfère recevoir un camion dans lequel on a une palette de coca, on a une palette de jus, on a une palette d'autres produits. Et c'est ce qui permet, par exemple, de tenir plusieurs, par exemple, jours en attendant d'être livré la prochaine fois. Et ce n'est pas du tout intéressant de recevoir des camions complets. C'est pour cela qu'on passe avec des cross-docks. C'est comme en fait un centre de préparation où les produits ne sont pas destinés d'être stockés. Alors ça, c'est la grande différence. Attention. Le cross-dock, ce n'est pas un stock. La différence entre un cross-dock et un entrepôt classique, c'est que dans l'entrepôt, en fait, on va stocker. Les produits vont rester quelques semaines, quelques mois, peu importe. Mais dans le cross-dock, généralement, c'est des produits qui ne vont pas passer plus de 24 heures. En termes généraux, ils arrivent à 5 heures du matin. À 7 heures, à 8 heures, ils ont déjà quitté le cross-dock. Ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Comme ça, si vous avez une question de ce type, au moins, vous savez faire la différence. Après, je ne rentre pas dans le détail pourquoi on utilise de cross-dock ou pas, mais bref. Pour certains produits, c'est très adapté, surtout quand on a, par exemple, plusieurs points de vente qui veulent recevoir des petites quantités, un petit peu de tout, d'accord? Pas une grosse quantité d'un seul produit. Ça, c'est pas bon. Et du coup, c'est ce qu'on va utiliser. On va essayer toujours de passer par des cross-docks. Alors, ensuite, le rôle des entrepôts, là, on a dit, en fait, ça, on l'a expliqué déjà. Retenez bien juste quand généralement les activités de l'entreposage, elles représentent entre 20 à 30 du coût de logistique. Quand on dit le coût logistique, derrière, ben, il y a parce qu'en fait, dans un entrepôt, ben, il y a quoi? Il y a le personnel, il y a le lieu en lui-même, il y a les engins de manutention. Le WMS, on ne l'a pas dit, mais c'est le Warehouse Management System. C'est le système ou le système d'information qui va permettre de gérer l'entrepôt. On va le voir dans la 5e séance. OK? Alors ensuite, là, ça, on l'a déjà expliqué. Là, j'ai les quais, d'accord? J'ai les palettes, j'ai les racks ou les palettiers, j'ai l'engin de manutention, et là aussi, on peut avoir plusieurs types, et j'ai le cariste. OK? Alors, ceux qui vont rester en 3e année, en SIM, ben, on va aborder un petit peu tout ça, mais on va en fait simuler avec un logiciel, grâce à un logiciel, on va simuler l'activité d'un entrepôt. Et du coup, on va voir les différents types des engins, par exemple, parmi lesquels il y a ce qu'on appelle le AGV. Allez, je ne rentre pas dans le détail. Là, ensuite, alors, le responsable d'entrepôt, qu'est-ce qu'il va faire? Bien évidemment, il a plusieurs fonctions, parmi lesquelles, déjà le management des personnels, parce qu'en fait, c'est lui le responsable de qui? À l'intérieur de l'entrepôt, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les caisses, on va trouver les magazines, on va trouver les conducteurs et on va trouver aussi les responsables d'équipe. Responsable d'équipe, c'est quoi?
Par exemple, on a 3 ou 4 caristes, on va leur confier un responsable qui est expérimenté, comme ça, il va les aider, il va les guider, il va répartir aussi le travail entre les 3 les caristes, ainsi de suite. Alors, la gestion de l'ensemble des flux de marchandises dans l'entrepôt, parce qu'en fait, c'est lui qui va veiller sur le bon déroulement d'une journée, par exemple, complète. Et lui, il sait très bien, par exemple, que le matin, entre, par exemple, 4 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, on va recevoir, par exemple, 20 semi-remorques. Et c'est lui qui va programmer comment on va les décharger. Et ensuite, il va également préparer l'activité de toute la journée pour que les produits aussi quittent et préparent les commandes et quittent vers leur destination finale. Alors ensuite, il va veiller aussi sur la gestion économique de l'entrepôt, d'accord, parce qu'il a quand même un chiffre d'affaires à gérer. Alors, juste une remarque, le degré de l'autonomie de responsable de l'entrepôt, il dépend de chaque entreprise. Et il y en a certains où c'est une petite personne, ben, c'est un petit responsable à l'intérieur du groupe ou de l'entreprise. Dans d'autres entreprises, en fait, il a beaucoup d'autonomie. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Isidis ou pas. En fait, Isidis, c'est une filiale de Groupe Casino. En fait, c'était l'entrepôt ou la plateforme logistique qui gère tous les flux de logistique de Casino. Et c'est devenu tellement important et tellement imposante que maintenant, Casino, c'est un client chez elle, d'accord? Et en fait, c'est presque une nouvelle structure. Il reste juste le lien de création. Point. Mais Isidis, elle est trop autonome par rapport au groupe Casino. C'est juste un exemple. Après, dans la réalité, il y a d'autres mécanismes, mais je ne peux pas pouvoir les détailler tous ici. Alors ensuite, l'implantation, ça on l'a dit aussi, c'est très important. Alors ça, à chaque fois on est proche de la ville, à chaque fois on a plus de flexibilité, on peut livrer plus rapidement. Mais attention, à chaque fois aussi on est proche de la ville, ça coûte plus cher et on a plus de contraintes. Alors ensuite, la situation géographique, généralement, on va regarder les fournisseurs, la matière première, elle est où, mais on va choisir aussi des endroits qui sont proches de l'autoroute, de l'aéroport, du port, ainsi de suite, et surtout également du bassin de l'emploi, parce que je ne peux pas être très isolé ou je ne peux même pas recruter des personnes. Alors, ça, on l'a dit aussi rapidement. Ensuite, pourquoi on fait appel à un prestataire de services logistiques? D'accord. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail parce que si vous regardez les services, le prestataire de services logistiques, vous allez trouver plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle les 3 PL, les 4 PL. Là, maintenant, on parle de 5 PL. Bref, en fait, est-ce qu'il fait le transport, est-ce qu'il fait le transport et le stockage? Bref, il y a plusieurs types. Là, on ne va pas tous les détailler. On va juste rester à un niveau très général. C'est quoi un prestataire de services logistiques et pourquoi on fait appel à lui? On fait appel à lui parce qu'en fait, c'est un expert. D'accord? Moi, je peux faire, ou l'entreprise, on peut faire plus ou moins le transport et le stockage, ainsi de suite. Mais ce n'est pas notre métier principal. D'accord? Je vous donne un exemple aussi qui marque un petit peu l'actualité. On parle depuis plusieurs jours de Johnson Johnson. En fait, c'est le nouveau vaccin. Mais derrière, il y a toute une structure qui travaille depuis plusieurs années ici en France et qui propose également plusieurs produits. Alors, cette entreprise en France, elle a fait appel à un prestataire de services logistiques, c'est Rénit Logistique. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est sur la route pour aller à Kiel, elle est sur la droite et c'est une entreprise qui s'occupe presque à 100% de toute la partie stock, logistique, transport de Johnson Johnson. D'accord? En fait, qu'est-ce qui se passe? Johnson, il fabrique, il va stocker chez Rhenus, le client commande, et bien du coup, la commande, elle va monter chez Johnson Johnson, qui va envoyer une notification à Rhenus, et Rhenus, elle va livrer directement le produit pour son client avec le bon étiquetage, ainsi de suite. Et pourquoi elle a fait appel à ça? Parce qu'en fait, c'est un expert. Alors, regardez bien pourquoi c'est un expert, parce qu'il fait les choses mieux que nous, d'accord? Il se trompe moins souvent que nous, mais aussi il les fait moins cher que nous. Pourquoi il les fait moins cher que nous? Parce que tous les engins de manutention qu'il va acheter, en fait, il va les rentabiliser, il va les utiliser pour plusieurs clients et du coup, il peut diviser le coût par plusieurs. Ce n'est pas comme nous, si on l'achète nous-mêmes, c'est possible. Mais par contre, je vais l'utiliser uniquement pour moi, pour mon activité. Du coup, c'est un peu dommage
mais lui, il va le mutualiser. On va le voir juste après. Il propose des multi-services, ça on les a dit aussi, on les a vus dans les vidéos. Alors, le rôle de prestataire de services logistiques, alors qu'est-ce qu'il va faire? La gestion des flux de marchandises d'informations, le transport des produits de l'usine aux plateformes logistiques, le stockage des produits, la modification des produits, ça on l'a vu aussi dans la vidéo, ça peut être l'étiquetage, ça peut être le conditionnement, ça peut être le co-packing, ainsi de suite. OK? Ça, c'est les différents services. Et bref, là, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, vous allez juste sur Internet, vous allez voir qu'il y a 3 PL, 4 PL, ainsi de suite. Alors, vous avez un exemple ici simple de FM Logistique, c'est l'entreprise avec qui on travaille beaucoup ici à l'EM. Et du coup, tous les produits qui arrivent, ils vont passer par la plateforme ou l'entrepôt par exemple, admettons, je suis un client Samsung, par exemple, d'accord? Tous les produits qui arrivent, je vais les confier, par exemple, je vais les envoyer directement chez FM Logistique. Et c'est FM Logistique derrière qui va expédier les produits vers des centres de distribution, vers des supermarchés ou des magasins spécialisés et peut-être aussi vers des clients directs, ceux qui ont commandé directement sur le site de Samsung, ainsi de suite. Ça, c'est une vue globale. Ça, c'est juste un exemple. OK? Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, là, vous voyez, en fait, ça, on connaît plus ou moins tout. Je voulais juste, en fait, ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que vous voyez ici. Ce qu'on appelle, en fait, une puce RFID. Alors, c'est quoi une puce RFID? En fait, c'est comme un code barre, sauf que on n'est pas obligé de scanner. Ceux qui ont utilisé des scanners, ils voient bien qu'on est obligé de se rapprocher et de bien scanner. Vous l'avez fait peut-être si vous avez utilisé les 15 minutes. Et là, il faut trouver d'abord le code barre. Il faut le mettre en face, sinon ça ne va pas passer. Là, on a l'avantage de pouvoir, par exemple, ici, vous voyez, par exemple, on a un scanner et là, on passe directement toute la palette et le scanner, il va scanner toutes les puces RFID, il va les lire à distance, d'accord? Et il va nous dire exactement il y a combien de produits dans cette palette. Et vous voyez en fait l'avantage. Maintenant, dans l'avenir, dans quelques années, parce que la puce, ça reste quand même un peu cher, c'est pour cela que vous la trouvez juste dans des produits, par exemple, les bijoux dans des supermarchés ou dans les jeux vidéo ou certains livres. D'accord? Parce qu'en fait, on peut l'utiliser aussi comme un antivol. D'accord? Alors, l'avantage aussi, ce qu'on essaye de faire dans l'avenir, c'est qu'on essaye d'avoir cette puce sur tous les produits. D'accord? Et comme ça, quand vous arrivez avec votre chariot à la caisse, vous n'êtes pas obligé de descendre et de vider tous les chariots et de le remplir par la suite. Non, vous traversez directement, c'est comme un scanner ici, et là, il va vous afficher directement le détail. Et là, vous voyez, la partie la plus chiante dans un supermarché, quand on fait des courses, c'est quoi? C'est la caisse. Et du coup, si on arrive à généraliser cette puce, là, on va casser complètement cette barrière. Et ensuite, là aussi, j'aurai une parenthèse. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus dans le détail, vous pouvez, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne, c'est la notion de Amazon Go. Alors, c'est quoi Amazon Go? Ça commence à être généralisé dans plusieurs pays. C'est un magasin complètement automatisé. Vous n'avez même pas les caisses classiques. Vous scannez juste votre code, vous rentrez, vous récupérez le produit et une fois que vous avez sorti, là, on va vous afficher directement le total. Ou vous avez un chariot, dès que vous mettez le produit à l'intérieur du chariot, il va le comptabiliser, vous l'enlevez, et ben, du coup, il va le déduire. D'accord? Pourquoi? Parce que, et c'est grâce aussi à ce type de technologie RFID. Allez, je passe aussi ensuite, là, on détaille un peu plus les activités. Qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, l'activité la plus classique, c'est le stockage, la manutention. D'accord? Et là, vous voyez le chariot avec les fourches ici, par exemple, devant. On peut également préparer la commande, d'accord? Selon les commandes commandées par les clients, ainsi de suite. Le packaging, le co-packing, l'étiquetage, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, l'avantage d'un prestataire, c'est qu'il va mutualiser les besoins clients et comme ça, il va mutualiser les ressources. Le chariot qu'il va acheter, il va l'utiliser pour une centaine de clients, une dizaine de clients, mais du coup, il va le rentabiliser et il va nous proposer un prix réduit et avantageux. Alors, la gestion de transport dans l'entrepôt, qu'est-ce qu'on a? Ça, on l'a dit rapidement. OK. Alors, je passe rapidement. Les types de transport.
C'est ça qui nous intéresse. Regardez, là, on a différents types de transports. Là, on en a minimum 5. Après, on peut rentrer encore dans le détail. On a le routier, ferroviaire, maritime, fluvial et aérien. D'accord? Maintenant, si vous voulez, on peut les détailler. Je ne vous ai pas montré ça, mais je pense que vous l'avez vu déjà. C'est en fait la notion de multimodal et le train, il arrive, il a déjà tous les conteneurs ou les semi-remorques qui sont déjà sur le train. Là, on va prendre le temps avec, grâce à une technologie ici, on va juste décharger, on va recharger, on va charger les conteneurs ou les semi-remorques et le train pourra partir à sa destination. C'est un gain de temps très énorme. D'accord? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bref, là, on va juste essayer de comparer les différents types de transports. D'accord? Allez, je vais les comparer ici. Alors, d'abord, le maritime ou par mer. Alors, on dit généralement, il est long. D'accord? Il est très long parce que être livré entre l'avion de Chine et par mer, ça peut prendre allez, 24 heures, comme ça peut prendre 3 semaines. Vous voyez la différence ou les décalages. Et du coup, là, on dit c'est un peu long. Par contre, il a l'avantage de pouvoir transporter des grands volumes. Là, je ne sais pas si vous avez vu certains bateaux, le nombre de conteneurs qu'ils peuvent contenir. Alors, on l'utilise généralement pour les longues distances, mais il dit attention aussi à la casse, comme ça bouge un petit peu. Du coup, il faut bien protéger les produits fragiles. Alors, routier, on dit c'est le plus utilisé parce que regardez, si vous raisonnez juste ici dans la région de l'Alsace, le nombre de camions croisés tous les jours sur la route. Et là, on est juste en Alsace, en France, en Europe, dans le monde. Et là, vous voyez, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Le nombre d'utiliser, en fait, les camions qu'on utilise généralement sur les routes, il est énorme. Alors, on dit s'il est rapide, d'accord, pas très rapide, mais ça reste quand même rapide. Petite et moyenne distance, d'accord, on ne peut pas l'utiliser pour des grandes distances, d'accord, ni pour des très courtes distances aussi, on a certaines contraintes, sauf si on va rentrer dans le détail, on va choisir un type de transport un petit peu léger ou propre, comme le vélo, ainsi de suite. Mais là, on reste généralement sur les camions. Alors, on l'utilise beaucoup pour des trajets qui sont réguliers et planifiés. Ça veut dire quoi? En fait, généralement, on a un camion qui part le matin, par exemple, de Strasbourg, il arrive à Lyon, par exemple, en début de l'après-midi, il va décharger, il va recharger, il va revenir le soir même. D'accord? Et ça, c'est tous les jours qu'on fait ça. Pour cela, on appelle ça des trajets réguliers. Et honnêtement, si vous prenez tout le temps la route, la même heure, tous les jours, si vous remarquez, si vous avez vraiment l'esprit d'analyse, vous allez pouvoir peut-être, et vous avez une forte chance, de croiser toujours les mêmes types de camions ou les mêmes types de camionnettes qui vont traverser parce qu'en fait, leur trajet, il est planifié, il est régulier quasiment tous les jours. Alors ensuite, rail, qu'est-ce qu'on dit? Il est lent à charger. Là, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'on arrive à innover et mettre en place ce que vous avez vu dans la vidéo. C'est des technologies pour justement pallier à cette contrainte, c'est le temps de chargement et déchargement. Par contre, on dit aussi l'inconvénient de nécessiter un deuxième type de transport. Parce qu'en fait, le train, je ne peux pas l'utiliser de l'entreprise jusqu'au client. Et du coup, il faut absolument que ça soit mixé au début et peut-être à la fin pour récupérer les produits. La fiabilité des heures et surtout attention aussi à la casse. Alors, par contre, le dernier, l'aérien ou par air, là, c'est très rapide, d'accord? On peut l'utiliser pour des longues distances. Par contre, on dit qu'il est très coûteux. Et par contre aussi, la très grande contrainte aussi, c'est qu'on est limité en termes de poids, d'accord? Contrairement, par exemple, par bateau, là, on n'est pas limité, quasiment, on n'est même pas limité, mais ici, on est limité. Attention aussi, là, j'ouvre aussi une parenthèse. Si vous avez l'occasion la prochaine fois de passer dans un aéroport, vous regardez juste à travers la fenêtre de l'avion ou juste par curiosité, vous allez trouver sur le sol des palettes. Et pour l'aérien, on a des palettes qui sont spécifiques. On n'a pas les palettes normales que vous trouvez ici partout. Non, c'est des palettes qui sont spécifiques. Et on est limité, on ne peut pas porter plusieurs palettes dans le même avion. Et du coup, il y a une contrainte ici. Alors, les différents types de moyens de transport, maintenant, on essaye de déjà, pourquoi on choisit un tel type et pas un autre? D'abord, il y a
des facteurs externes. Et du coup, selon le pays, selon l'infrastructure, là, des fois, on est limité à un type ou un deux. D'accord? Le climat, la loi et les taxes, la stabilité économique, la politique du pays. Et tout ça, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit quand on a parlé surtout des achats internationaux. On a dit que la plupart des pays sont classés par rapport à leur infrastructure logistique. Et pour certains pays, ben, du coup, on ne peut pas utiliser certains types. S'il n'y a pas le port, ben, on ne peut pas utiliser le bateau. S'il n'y a pas un aéroport, on ne peut pas utiliser l'avion, ainsi de suite. OK? Alors, il y a aussi des caractéristiques par rapport au client. Si, en fait, c'est un client qui veut avoir un taux de service irréprochable, s'il ne veut pas et qu'il n'accepte pas d'avoir des délais qui sont très longs, ben, du coup, on essaie de trouver toujours le moyen le plus rapide. L'adresse aussi de livraison, elle va nous conditionner parce que si elle est dans des petites ruelles où on n'a même pas accès avec le camion, et du coup, là, c'est une contrainte. Les délais de paiement, la quantité à livrer aussi, ça dépend de plusieurs critères. Et ensuite, il y a le dernier, c'est la nature physique du produit. Et du coup, le volume, le poids, la résistance, la fragilité. Et tous ces critères, en fait, ils vont nous limiter plus ou moins dans le choix de moyens de transport qu'on va utiliser. Alors, une remarque intéressante aussi, c'est que le coût de transport, ça représente entre 3 à 5 de chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est qu'on achète beaucoup le transport. Et ça représente quand même des dépenses qui sont non négligeables. Et aussi, la deuxième remarque aussi, comme on est une école qui s'intéresse beaucoup aux trois valeurs, là, vous voyez par exemple que le transport maritime, pardon, de marchandises, il représente à lui seul 10% des émissions de CO2. C'est énorme. D'accord? Et du coup, c'est pour cela qu'on fait des efforts pour changer un petit peu les camions, la flotte de transport, ainsi de suite. Là, je ne rentre pas aussi dans le détail. Allez, un dernier tableau qui compare les différents types de transport. Il est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez, quand en fait, il les compare par rapport à la taille, d'accord, la taille de la commande et la distance parcourue. D'accord? Là, vous voyez, quand il s'agit des distances qui sont courtes et avec des petits colis, là, du coup, on utilise la route. Et à chaque fois, on augmente. Là, vous avez des palettes, des 20 tonnes, des 30 tonnes, ainsi de suite. Et là, à chaque fois, on augmente dans la distance et dans la quantité. Là, on se limite et on a un peu moins de choix. Par exemple, quand il s'agit des petits colis pour des distances qui sont très longues, là, on peut utiliser l'aérien. D'accord? Par contre, s'il s'agit d'une très grande quantité, ben, du coup, là, on n'a pas presque le choix. C'est la mer qui va nous sauver parce que les grands bateaux, ils peuvent porter quand même des charges assez importantes. OK? Là, c'est une comparaison, mais bref, ce n'est pas des sens exacts. Après, ça dépend de produits, ça dépend du volume, ça dépend du poids, ça dépend de l'endroit. Et là, je vous renvoie à ce qu'on avait dit juste avant. Mais bref, il a mérité d'exister et surtout, ça compare d'une manière rapide selon la taille et selon la distance. Là, après, on finit juste avec ça. Vous avez une vidéo aussi qui est très intéressante, c'est le point métier. Et là, la jeune fille que vous voyez, en fait, c'est une stagiaire qui va passer une journée dans un entrepôt. Ben, du coup, elle va passer d'un poste à un autre. Et du coup, vous allez apprendre avec elle un peu plus dans le détail et vous allez découvrir les différents métiers. Vous le regardez quand vous aurez un petit moment. Là, moi, je n'interviens pas du tout. Et là, du coup, la séance est terminée. Mais attention, on n'a pas fini, on va juste revenir sur pour compléter l'exercice.